Et nous alors ? Et nous alors ? Eh oui, Et nous alors, c'est un podcast sur des sujets sous-cotés dont on entend peu parler. Des thèmes qui ont leur place dans la lumière et des témoignages de personnes voulant faire entendre leur voix. L'occasion de déconstruire certaines idées reçues et casser quelques tabous. Avis aux curieux, tendez l'oreille. Tu t'es déjà sentie folle ? Folle parce que les douleurs sont insupportables. Elles existent, tu ne sais pas forcément ce qui les provoque, donc on te dit « c'est dans ta tête ». Et toi, tu continues à souffrir. Mais un peu plus en silence parce que tu veux pas être prise pour une folle. Aujourd'hui, avec Manon, on discute de l'endométriose. On va tenter de casser quelques idées reçues et rappeler que non, ce n'est pas dans la tête. C'est bien une maladie inflammatoire aux symptômes pouvant être très lourds. Salut Manon! Bonjour! Je te remercie de me recevoir aujourd'hui pour parler endométriose. Merci à toi d'être là, je suis ravie. On va peut-être commencer du coup par te présenter l'association que tu as créée. Ouais, donc moi c'est Manon et j'ai créé l'association Manoleta en 2018. Et voilà, donc on accompagne les personnes atteintes d'endométriose ou en cours de diagnostic, leurs proches aussi. C'est important de ne pas les oublier. On forme les professionnels de santé et puis on sensibilise dans les entreprises, dans le milieu scolaire beaucoup, les associations, les institutions, on essaie d'être partout. C'est super, c'est génial. Il en faut parce que c'est un sujet finalement qui manque de visibilité. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'on en parle, mais en surface, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, c'est, je pense, le cycle de toute maladie qu'on met en lumière. On disait rien dessus. Et d'un coup, on a 1000 infos et on sait plus lesquelles sont bonnes, mauvaises. Donc, c'est ça aussi l'important de sensibiliser, c'est de remettre les bonnes infos sur la place publique. Et il y a des infos qui sont fausses, qui circulent, et d'autres où c'est des théories. Il faut faire attention entre information et théorie dans le milieu médical. M'en parle pas, j'essaie de faire comprendre à ma mère les fake news, etc. Pour lui faire le tri, c'est toujours très complexe. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il faut faire la part des choses, et ça, c'est pas simple. Voilà, mais on est là pour ça. Ouais, c'est cool, on va essayer de commencer par là. Écoute, le mieux, c'est que tu m'expliques un peu ce que c'est que l'endométriose. Oui, toi, tu le connais et comment tu sais bien l'expliquer. Ouais, on va commencer par là. Hein. Alors en fait, l'endométriose, comme je disais, il y a plusieurs théories. La dernière, celle qu'on retient actuellement, c'est que ce sont des cellules semblables à l'endomètre en dehors de l'utérus. Pour de vrai, ça veut tout et rien dire. C'est juste qu'on ne sait pas ce que c'est, en fait, l'endométriose. Voilà. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce sont des lésions, donc des cellules qui regroupent plein d'informations. Elles ressemblent à de l'endomètre, elles ont un fonctionnement similaire, mais ça n'en est pas, parce que c'est une intelligence à part encore. Et en fait, cette cellule, elle va fabriquer de l'œstrogène. Elle va en manger, mais elle va aussi réussir à en fabriquer. Elle va aussi fabriquer des hormones qui sont, par exemple, utilisées à l'accouchement, qui vont spasmer. Mmh. Voilà, elle va fabriquer, et ça, c'est que, je pense, 1% de ce qu'on connaît d'elle. Et très souvent, pour bien expliquer ce que c'est l'endométriose, on va donner si vous voulez, les similitudes. Je dis vous, mais comme s'il y avait 50 personnes dans la pièce. Non, mais j'espère qu'il y en aura au moins à l'écoute. C'est en fait très similaire au cancer. L'endométriose est une branche du cancer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ont la même stratégie. Le but, c'est d'envahir le corps, de se nourrir des apports du corps et de se multiplier. Voilà, la différence, c'est que ça ne sera pas la même prise en charge. Il n'y a pas une possibilité de mort au final, donc ce n'est pas du tout les mêmes traitements. Et de toute façon, les traitements contre le cancer ne fonctionnent pas sur l'endométriose. Donc, voilà. Oui. On reviendra là-dessus parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant, le traitement de la maladie. Donc, on reviendra dessus plus tard. Et c'est vrai que je voulais voir par rapport à ton histoire personnelle, est-ce que du coup,
tu as été concernée par la maladie, c'est ce qui t'a inspiré la création de l'association, Oui. t'as mené une bataille. En fait, qu'est-ce qui t'a fait te dire, ouais, il y a un manque là et il faut absolument qu'on vienne Ah oui, de toute changer les façon, choses. c'est clairement parce que j'en suis atteinte que je me suis lancée dans le combat. Pour ma petite histoire, en fait, moi, j'ai eu mes premières règles à 11 ans et je me souviens... moi aussi. Et c'est très tôt, hein, de ce qu'on me dit. C'est très tôt. Moi, je pensais pas à l'époque. C'est-à-dire que pour moi, Bien je sûr. les ai eu à 11, donc c'était normal. Et après, toutes mes amies m'ont dit, moi, 14. Ah! Ouais. Ok, d'accord. Ouais, 11, quand on se rend compte avec le recul qu'on est un bébé à 11 ans, quoi. Oui. Et en fait, mais bon, quand toute la famille les a eu tôt, c'est pas finalement quelque chose d'anormal, c'est pas un signe qu'il y a un problème. Et en fait, je me souviens de mes premières règles parce que c'était extrêmement douloureux. Toute ma famille s'en souvient puisqu'on a failli aller aux urgences. Et en fait, j'ai eu 16 ans d'errance. Donc pendant 16 ans, ma mère m'a amenée à droite à gauche voir des médecins. Et j'ai eu droit à tout ce qu'on peut entendre, hein, on a l'habitude. Donc, c'est dans la tête. Tu exagères. J'ai eu un médecin qui m'a dit c'est parce que ma mère est trop une super maman et du coup, je vais me créer cette maladie pour pas moi aussi être mère et être en concurrence avec ma mère. Enfin... Les mamans ont très bon dos, vraiment. Hein, parce c'est que, tout le temps les mères. Hein honnêtement, je travaille dans le domaine de l'autisme et pendant des années et des années, c'était la culpabilisation de la maman. On sait pas régler les choses, on comprend pas tout ce qui se passe, donc le problème, c'est la maman. Donc, du coup, 16 ans d'errance. Au bout de 16 ans, c'est... la meilleure amie, la maman de ma meilleure amie qui fait de la médecine chinoise et qui m'a pris le pouf et tiré la langue et elle m'a dit maintenant il y a un problème. J'ai dit mais moi j'ai eu je sais pas combien de spéculums et on m'a dit qu'il y avait rien. Il a juste suffi que je tire la langue. Et donc je suis allée voir un gynéco, encore un, et pour le coup c'est le millième, c'était le bon. Et lui de suite il m'a parlé de l'endométriose, il m'a expliqué. Il m'a fait une écho et je me suis aperçue que pendant 16 ans, on m'avait jamais fait une échographie. T'as eu 16 ans sans écho ? Ouais. Avec jamais. Toutes jamais. Tes problématiques, personne n'a fait d'écho. Ouais, ma première, c'était à 26 ans, quoi. Ah ouais. Après, moi aussi, ma première était très tard d'échographie, pour le coup. Je pense que c'est plus ou moins au même âge que toi. Mais par contre, c'est quand j'ai commencé à entendre parler de l'endométriose, je me suis dit, on peut aller chercher ou pas sur cette piste-là, vu que j'ai mal aussi depuis l'âge de 11 ans. J'ai des douleurs. Et on l'a fait, donc pareil que toi, sur le tard. Mais par contre, pour le coup, j'ai fait 2 IRM. Et à l'heure où je te parle, rien n'est apparu et mes douleurs sont toujours là. Ouais. Donc, tu as ce gros point d'interrogation de c'est ça ou c'est pas ça. Tu as les imageries et la grosse difficulté au diagnostic, j'ai même pas envie de dire c'est la maladie, même si elle a sa complexité, mais c'est même pas la maladie, c'est la formation des professionnels. Ça, c'est ce qui cause clairement les 7 à 10 ans d'errance pour le diagnostic. C'est terrible parce qu'on formerait... Enfin, je ne suis pas médecin et je m'entraîne à la lecture et j'y arrive. Et je n'ai pas fait un jour en fac de médecine. Donc, c'est possible. C'est une question, pour moi, de volonté. Et on le voit parce que tous les professionnels qui se sont formés arrivent à diagnostiquer. Donc, c'est la preuve. Encore faut-il trouver, du coup, les personnes formées. Voilà, et c'est là où l'association, elle porte ce rôle-là, c'est qu'on a un réseau de professionnels qu'on a formés avec le spécialiste du Vaucluse, le docteur Donné, et on les a formés ensemble. Donc, on a une liste, on a un listing de professionnels qui sont formés et qu'on suit. Parce qu'il ne suffit pas de faire une petite matinée de formation et de dire, ça y est... je suis formée à l'endo, je suis spécialiste endo. Non, c'est pas ça. Par contre, on les suit au quotidien, on échange sur des situations qui peuvent être compliquées. Parfois, un professionnel, il peut aussi se sentir sans issue d'option. Et là, on intervient. Voilà. Mais c'est ça, toute la complexité de la maladie, c'est que beaucoup de professionnels ne veulent pas s'y pencher
parce que c'est ce qu'on appelle chronophage, c'est-à-dire que ça va demander beaucoup de temps pour une seule patiente. C'est beaucoup, beaucoup de temps. C'est une maladie qu'on a à vie, donc ils vont pas nous guérir. Et je pense que quand on est médecin, on nous taraude pas mal durant les études qu'on va sauver des gens, qu'on est un super-héros, une super-héros. Et nous, on arrive avec notre endométriose. Alors, on ne sait pas ce que c'est et vous guérirez rien du tout. Ils ont du mal, IL ont du mal à prendre en charge l'endométriose. Par contre, quand il y a la volonté de le faire, on le voit que c'est un travail d'équipe, on est plusieurs à aider les femmes. On ne laisse jamais un professionnel, une professionnelle dans le coin dans son coin avec une patiente dont il n'arriverait pas à prendre en charge. C'est ça l'avantage de l'associatif, c'est un groupe de professionnels qui s'entraident. Il n'y a rien de mieux que l'entraide. Je sais ce que c'est puisque je travaille dans un groupe d'entraide mutuelle. Et c'est important en fait de rassembler les forces parce que bon, c'est un peu la phrase cliché, mais à plusieurs, on va plus loin. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ok, il y a des phrases comme ça qu'on entend tout le temps, mais quand elles sont vraies, autant les dire. Et c'est vrai que là, tu vois, tu me parles de professionnels, tu me parles de gynécologie, etc. Mais effectivement, à 11 ans, quand arrivent les règles, on va pas te dire va chez un gynéco. Non. On va juste dire t'as tes règles, c'est normal d'avoir mal. En tout cas, c'est ce que moi j'ai entendu à l'époque. Et tu réalises après que non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Et avec mes copines, on en parlait récemment et on s'est dit mais en fait, moi à l'école, on m'a jamais parlé des règles. Ouais, c'est ça. On m'a jamais dit que ça pouvait provoquer ou pas des douleurs. On m'a jamais parlé d'endométriose. Déjà, est-ce que le mot était dans le vocabulaire à cette époque-là? Je ne pense pas. Et puis mes nièces et les filles qui m'entourent, je sais qu'elles vont passer par là aussi. Et je me dis, mais en fait, voilà, les parents donnent des infos. Moi, ma maman, elle a essayé de faire de son mieux, m'expliquer que les règles allaient arriver. Puis il faut l'expliquer en amont aussi, parce qu'à 11 ans, peut-être qu'on ne se rend pas compte, on se dit c'est trop jeune, c'est peut-être pas le moment d'en parler, alors qu'en fait, si, c'est imminent. Et on se retrouve dans un bric-à-brac de oui, il va y avoir quelque chose qui va sortir de toi. Il se peut que ça te fasse mal, mais c'est normal. Mais en fait, à l'époque, nos propres parents ne savaient pas forcément que c'était pas normal. Donc voilà, faut tout reprendre à zéro. Et je pense que l'école, elle doit participer parce que... C'est ça. Nous, on intervient dans les écoles. Pour l'instant, jusqu'à présent, on n'avait le droit que les lycées. Parce que les politiques, ils pensent qu'on a nos règles qu'à partir du lycée. Non, mais c'est ça, on est d'accord. Ils sont déconnectés. Et là, depuis mars, on a le droit d'intervenir dans les collèges en ce qui concerne l'endométriose. Donc, on est vraiment très contente. Moi, je suis animatrice EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Avec Jérémy du planning familial. Voilà, avec tout le planning qui nous forme à ça. C'est excellent. C'est une formation incroyable. Vraiment, pour moi, je trouve qu'elle devrait être obligatoire pour tout le monde. Et surtout qu'il y a déjà une loi que chaque établissement doit faire 3 séances d'EVRAS par an par classe. On n'y est pas du tout. C'est-à-dire que si on voit une fois un cours d'éducation sexuelle, on est content et contente. Et c'est une fois tout au long de notre cursus scolaire. C'est pas tous les ans. Et en fait, ça doit être 3 fois par an. Et ça, il y a une urgence là-dessus parce qu'on a vu que les cours d'EVRAS dans les établissements scolaires, déjà, il faut savoir, ça s'appelle PRODAS, ça commence dès la maternelle. Nous, on intervient sur cette casquette d'EVRAS, évidemment qu'on parle endométriose parce que c'est notre cœur du sujet, mais on parle de la santé des femmes, on parle des inégalités dans le milieu de la santé. Et en fait, on voit que là, il y a des questions de la part des jeunes. Il y a énormément de questions. Ils ont beau avoir accès à l'information avec Internet, avec tous les réseaux. Ils savent que tout n'est pas vrai, mais ils ne savent pas comment trouver la véracité des informations. Et donc, on est là aussi pour ça. C'est l'enfer. Ouais. L'enfer. Donc, c'est bien d'être dirigé, d'être conseillé Exactement. par des structures qui, du coup, sont spécialisées dans le domaine. Ça, c'est Exactement. clair. Et c'est vrai qu'on voit les questions qui se posent autant du côté de garçons que des filles. Les règles, en fait, ça sert à quoi ? Ça, mais même chez les adultes, on a des questions. On a toujours le truc de c'est pour nettoyer le corps. Non, le corps n'est pas sale, il n'y a rien à nettoyer. C'est vraiment ce qui revient. Et même chez les adultes. Je pense qu'on interroge les 3 quarts des adultes. Là, c'est la première capable de répondre. Ouais, c'est ça. Et donc, on reprend les bases de qu'est-ce que sont
les menstruations, comment fonctionne le corps d'une personne avec utérus. Voilà, on va échanger sur tout ça et on s'aperçoit du nombre de questions, du nombre de fantasmes qui peut être dans la tête des jeunes et qu'il faut vite rétablir tout ça. Parce que ces jeunes, c'est des futurs professionnels de santé, c'est des futurs parents, c'est des futurs citoyens, citoyennes. Tout à Et on ne fait. peut pas les laisser avec des idées mais à quel moment il est prouvé scientifiquement que les règles, c'est douloureux et qu'on doit morfler pendant 20 ans? Ça n'est écrit Non, nulle part. Ça n'a aucun sens. Par contre, ça a été prouvé que des règles douloureuses, il y a un problème, grave ou pas grave, endo ou autre chose. Mais il y a un problème. C'est une alerte du corps. La douleur, c'est une alerte. Donc, on doit l'écouter. Voilà. Oui, tout à fait. C'est une alerte du corps, mais tu vois, c'est cette frustration de se dire, moi, j'ai détecté l'alerte, mais c'est ça. J'ai toujours pas la réponse. Et encore une fois, tu parlais du fait que déjà, c'est dur d'être légitime. On dit souvent, c'est dans ta tête et machin. Mais quand en plus, t'as pas de diagnostic, qu'on n'a pas mis le doigt sur vraiment le problème, tu te sens encore moins légitime. Tu crois vraiment qu'il y a peut-être un problème dans ta tête. Tu finis par y croire toi-même. Oui. C'est terrible. Alors que tu les sens, les douleurs. T'en pleures le soir. Tu te recroquevilles. C'est terrible. Et même mentalement, en fait, ça pèse aussi psychologiquement. La douleur pèse. Et le fait qu'on soit pas forcément toujours cru ou comprise pèse aussi. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que t'as mal, tu vas consulter, on te dit que c'est toi le problème parce qu'on voit rien sur les imageries. Tu testes 1000 trucs chez toi, tu dépenses un fric monstre dans toutes ces astuces. Tu retournes consulter quelqu'un d'autre qui te dit la même chose que le premier. Donc, tu dis, ils sont plusieurs à dire la même chose, c'est qu'ils ont raison et pas moi. Donc, tu commences à consulter au niveau psychologique. Au niveau psychologique, on te dit qu'il n'y a aucun problème. Et c'est ce cercle vicieux où tu es enfermé dans ton corps. Tu es enfermé dans la douleur. Tu ne fais que ruminer ce que tu es en train de vivre. C'est en train de t'empêcher de sortir. Alors ça, la phrase des proches qu'on connaît, arrête d'y penser, ça passera. C'est faux. On a essayé, ça ne passe pas. Il faut surtout pas attendre. Imaginer vraiment sur la plage, sous les cocotiers, ça marche pas du tout. Voilà. Et il faut surtout pas attendre quand une douleur est là. Dire attends, arrête d'y penser, ça passera, c'est faux. Une douleur, elle passe pas toute seule. Il faut de l'aide, que ce soit de prendre conscience que cette douleur n'est pas normale, ça soulage. On le voit quand un médecin nous dit c'est pas dans votre tête, on a déjà moins mal. Voilà. Ensuite, c'est une vraie maladie. C'est ça, moi, où je suis encore confrontée à des médecins qui me disent c'est un truc à la mode. Donc moi, je leur réponds que personnellement, Dior, Gucci et Chanel ne m'ont jamais appelée. Donc je ne suis pas égérie de voilà, donc je ne pense pas que ce soit la mode, que ce soit une mode d'être malade, c'est absurde. Personne n'a envie d'être malade. C'est le fait qu'on en parle. Moi, c'est pareil avec la maladie cœliaque et le gluten. En fait, le fait qu'on en parle et qu'il y ait plus de gens qui osent en parler et se mettre en avant, dont des personnalités célèbres, on se dit, là maintenant, c'est à la mode. Mais en fait, non, c'est juste qu'on a enfin délié les langues et qu'on se permet de parler plus. Oui, on confond phénomène de société. On confond ça avec la mode. La mode, ce n'est pas la société, puisque les 3/4 ne rentrent pas dans leurs vêtements. Donc, en revanche, avoir des problèmes de santé, c'est une grande majorité de la société. Mais ça, je pense, sincèrement, après avoir beaucoup réfléchi et discuté avec des professionnels de santé, parce qu'ils sont pas tous à dire qu'on est folle, heureusement. Heureusement. Mais c'est aussi reconnaître que peut-être depuis 20 ans que tu fais ce métier, tu t'es trompé. Et ça, en France et dans le milieu de la santé, les deux combinés, c'est difficile de reconnaître ses fautes, ses erreurs, et de se remettre en question. Les professionnels de santé ont leur responsabilité dans notre diagnostic et notre reconnaissance de notre douleur, mais on a aussi notre responsabilité. Ça suffit vraiment de laisser dire d'un médecin qu'on est folle, qu'on a inventé, qu'on en fait trop. Ça suffit. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quand vous consultez un médecin, s'il vous dit c'est dans la tête, il faut qu'il apporte des justifications. Il faut qu'il apporte des sources scientifiques. Moi, je veux bien qu'on me dise que je suis folle.
mais on doit me le prouver. Ce n'est pas à moi de prouver que je ne le suis pas. Voilà, donc on a notre responsabilité dans notre assurance, dans le fait d'arrêter de douter, d'arrêter d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est ça, exactement. Ça suffit. Voilà, à partir de maintenant, là, vous m'écoutez, ça suffit. C'est ça. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut venir un peu à des chiffres ? Est-ce que tu sais en moyenne combien de femmes sont touchées par l'endométriose ? Ça, c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'études. Ouais. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est une approximation. Alors, tu vois, c'est comme une manif, tu as la police et les manifestants. Ouais. Nous, il y a les assos et les politiques. Les politiques, ils vont te dire 1 sur 10. Tous les professionnels de santé te le disent, c'est largement sous-estimé. Mais il n'y a pas eu d'études. Oui. Donc là, nous, les assos, on parle de 1 à 2 sur 10. En Allemagne, ils parlent de 1 sur 6. Tu vois, même les différents pays... Il n'y a pas de chiffres arrêtés. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que c'est énormément de d'autant personnes. plus qu'il y en a qui ne sont pas diagnostiqués ou qui c'est ont beaucoup de mal à se faire diagnostiquer. Ce chiffre-là, c'est les diagnostiqués. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même encore beaucoup de femmes qui soit ne le savent pas, soit essayent de se faire diagnostiquer et puis ça ne marche pas. Mais donc, tu vois, je me dis sur toutes ces femmes, ça fait beaucoup de folles quand même finalement dans cette société. Eh ben regroupons-nous entre folles. Faisons un groupe de folles finalement, une petite association. Voilà. Non vraiment. Mais donc c'est vrai que ça fait un nombre colossal sans avoir été vraiment calculé. Donc j'imagine que si on faisait l'effort, on serait peut-être surpris. Et puis l'étude, elle porte parce que on y reviendra, mais l'endométriose c'est associé aux règles. En réalité, c'est pas vraiment les règles qui l'intéressent. Et du coup, on fait un chiffre que sur les personnes menstruées. Il y a des personnes qui ont l'endométriose qui n'ont plus d'utérus. Mais je voulais te demander justement, parce que déjà, je voulais te demander, parce que là, on a parlé du nombre de femmes, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des hommes qui aient de l'endométriose ? Oui, messieurs. Vous êtes concernés. Oh mon Dieu. Ça peut vous arriver. Un groupe de fous qui va rejoindre les folles. Donc oui, c'est possible pour les hommes d'avoir aussi de l'endométriose. C'est des cas rares, oui. Ce qu'on appelle des cas isolés dans la médecine. Mais oui, ça a été étudié notamment en Amérique où il y a c'est principalement centré dans la prostate. Et ça va être aussi beaucoup les hommes qui ont pris des hormones de croissance étant petits. C'est le peu de données qu'on a. En fait, si on cherche pas, on trouve pas. Oui. Et on cherche pas chez les hommes, donc peut-être qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Pour en revenir à parce que je parlais on se dit comment c'est possible que les hommes en aient, ils n'ont pas leurs règles. Exactement, tu parlais de femmes sans utérus qui en avaient. En fait, d'un coup, ça m'a fait penser aux hommes aussi. Je me suis dit, mais en fait, c'est aussi possible là, donc c'est que c'est plus complexe que juste un utérus ou des règles. C'est ça. Ce n'est pas lié aux règles, l'endométriose. C'est lié aux œstrogènes. L'endométriose, elle aime manger les œstrogènes. Donc, pour rappel, dans notre corps, on a un équilibre entre des hormones, il y a la testostérone, l'œstrogène, la progestérone. Cette quantité va déterminer si on a un utérus ou un pénis. Dans le cas où on a un utérus, on a un équilibre parfait entre œstrogène et progestérone. Et on va avoir un petit peu de testostérone. L'endométriose, elle aime l'œstrogène. On en a partout dans notre corps, on en a constamment. On va en avoir des pics lors de nos cycles, plus particulièrement un peu avant les règles, à l'ovulation, et pour reconstruire l'endomètre, donc après l'ovulation. Donc on a tout le long de notre cycle, on a des pics d'œstrogène. Donc réduire l'endométriose aux règles, déjà c'est ne pas comprendre comment ça fonctionne, et ensuite c'est ignorer tous ces jours-là où on souffre. C'est-à-dire qu'on a mal en dehors de nos règles, et parfois on a encore plus mal en dehors des règles, puisque comme il y a une chute hormonale pendant les règles, parfois ça peut soulager. C'est vrai que je me suis souvent posé la question parce que on se dit oui, mais vous avez mal 1 semaine par mois. Et ça serait trop vous allez bien. pouvoir poser peut-être un jour, mesdames, des congés cette semaine-là en plus, etc. Mais en réalité, moi, je sais que j'ai aussi des douleurs en dehors de mes cycles. Mais bien sûr. Je trouve que c'est une phase qu'on oublie beaucoup, mais la période d'ovulation, c'est tellement douloureux chez beaucoup de femmes.
Le SPM, on commence à parler aussi des symptômes pré-ovulation. SPM, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les syndromes prémenstruels, donc c'est plein de symptômes qui nous mettent dans le mal. Donc, on a l'impression d'être en dépression, parfois des idées suicidaires, des douleurs, de l'inconfort de manière générale et des sautes d'humeur terribles. Et en fait, on peut avoir ces syndromes-là avant l'ovulation et on en parle tout juste. Moi, j'en ai entendu parler par Kiffe ton cycle, qui commence à en parler. Je dis, ah mais merci. Parce que moi, ça fait des années que je dis, mais les femmes, on a pas mal que pendant les règles. Franchement, une femme qui a mal 5 jours dans le mois, elle se plaint pas. Vraiment. Et moi, j'aurais pas créé une asso pour 5 jours de douleur. Et quand bien même, ça aurait été, t'aurais eu tout à fait le droit, hein. Oui, mais c'est vrai que pour dire qu'on supporte, on n'a pas cette habitude. Ouais, on supporte facilement. On n'a pas cette éducation. Donc, s'il y a des associations, s'il y a des femmes qui se mobilisent, c'est que c'est sérieux. Et ça serait temps de le comprendre. Mais c'est marrant parce que du coup, moi, quand je fais quand je vais faire une intervention médicale, etc., et on me demande sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre douleur, et je leur donne ma douleur, je leur dis, mais soyez conscients que j'ai un fort taux de résistance à la douleur. Donc, mon numéro est peut-être pas révélateur du fonctionnement du corps ou de ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette échelle. Déjà, ou alors faites une échelle femme œstrogène et faites une échelle homme ou testo, parce que ne serait-ce que les hormones, il n'y a pas on peut pas avoir la même douleur. Une femme, elle est malheureusement faite pour supporter la douleur d'un accouchement. Je dis malheureusement pour la douleur, pas pour supporter l'accouchement. Elle peut supporter un accouchement. On va pas demander à un homme de supporter un accouchement. Il n'est pas fait pour. Son corps n'est pas conçu pour. Pour nous, s'évaluer, c'est pas facile d'évaluer notre propre douleur. Donc, moi, je donne un indicateur. C'est le médicament. Vous prenez un médicament, vous avez encore mal. C'est pas normal. Si après vous me dites j'ai attendu 8 heures avant de prendre mon Doliprane, non, ça va pas marcher. On le fait toutes, mais j'attends vraiment si ça passe ou pas. Ah ouais. Non, on agit dès les premiers petits signes. Moi j'appelle ça des gènes. Dès qu'on a des gènes, on prend soit un médicament, soit un autre traitement naturel, mais on fait quelque chose, on agit. Et là, si ça passe, ça va. Si la douleur persiste, revient, et de manière cyclique, non, il y a un problème, il faut absolument consulter. Ah oui, non, mais j'avoue que je fais partie de la team qui se dit non, mais c'est supportable. Donc, je prendrai le médicament plus tard et effectivement, je le prends trop tard. J'ai toujours pas appris de mes leçons. En fait, je me dis ça va, j'ai juste un peu mal. Comme j'ai connu le très très mal, quand j'ai juste un peu mal, je prends pas de médicament. C'est terrible d'être aussi dur comme ça avec soi, de si peu écouter son corps. Le pauvre, il nous porte toute la journée, tout le temps. Avec l'endométriose, il a envie des vertes et des pas mûres. Non, stop, il faut le soulager. C'est hyper important de le soulager. Après, chimique ou naturel, il y en a pour tout le monde. Il y a du naturel aussi puissant que du chimique et du chimique aussi bénéfique que du naturel. Voilà, ça c'est pareil, on travaille ensemble pour trouver l'équilibre entre ça. Si on agit dès les premières gènes, dès les premières douleurs, il n'y a pas à prendre pendant 15 jours des médocs. Oui, normalement, si on fait les choses bien, une fois c'est 3 jours. Suffire. 3 jours, c'est des petites cures qu'on fait et ça soulage. Mais votre corps a besoin d'aide. D'ailleurs, on parle de douleur, donc c'est un des symptômes de l'endométriose, c'est la douleur. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des spasmes. Ouais. Est-ce que tu peux me citer un petit peu les symptômes récurrents, en tout cas qui reviennent assez régulièrement autour de l'endométriose ? Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'une femme, une endo, une personne, une endo. C'est pas la même partout, bien sûr. Voilà, on n'aura pas toute la même endométriose, on n'a pas toute la même histoire, donc ça n'aura pas le même impact sur nos vies. Si, par exemple, il y a un des symptômes, c'est la paralysie d'une ou des 2 jambes, on va pas le vivre de la même façon si on a une endo en étant en fauteuil ou si on est valide. Donc, c'est important que les symptômes ils soient associés à la personne, à son mode de vie, à son histoire. Oui, bien Mais sûr. De manière générale, on partage à peu près toutes les problèmes digestifs, soit trop de constipation, soit trop de diarrhée, voire les deux, en général.
Les problèmes urinaires, ça peut être d'avoir l'impression de faire des infections urinaires à répétition alors qu'en fait c'est une inflammation. Il n'y a pas de germes, donc ça sert à rien de prendre des antibiotiques. On va avoir aussi des troubles au niveau de l'humeur. On peut passer par des phases très tristes, très déprimantes, parce qu'en fait on a des chutes hormonales. Comme on a trop d'œstrogène, on a beaucoup d'œstrogène, notre chute hormonale, en fait, elle est beaucoup plus importante. On va avoir aussi évidemment des perturbations hormonales parce que la maladie, elle fabrique de l'œstrogène, donc elle nous déstabilise l'équilibre hormonal. Donc on va avoir des changements d'humeur importants. Ça peut être une grande perte de poids ou une prise de poids importante. Il va y avoir donc les douleurs en bas du dos qui sont très fréquentes. Je disais la paralysie d'une ou des deux jambes. Ça, c'est au niveau des nerfs qui sont au niveau de l'aine. En fait, il y a une inflammation dessus, ça les écrase. Donc, on ne sent plus la circulation dans notre jambe. Voilà, il y a elle peut agir de plusieurs façons, la maladie. Elle est très handicapante parce que voilà, les gens vont s'arrêter au fait qu'on ait des douleurs pendant les règles et au bas-ventre. C'est ça. Donc ils vont se dire ok, c'est dur, mais ça n'empêche pas forcément de vivre. Alors qu'en fait, si, ça peut être vraiment parfois à des stades qui nous empêchent vraiment de vivre. Oui, c'est une maladie systémique. Systémique, ça veut dire que ça concerne tout le corps. D'accord, on va voir un gynéco pour se faire diagnostiquer, pour se faire prendre en charge au départ. Mais le gynéco, il va rien pouvoir faire contre les problèmes digestifs. Il va falloir aller voir un gastro, une diététicienne, une naturo. Pour la gestion des émotions, du stress, le gynéco va rien faire. Il va falloir avoir une sophro, une réflexo, une hypno. Je dis ou un. Ça fait pas mal de professionnels, tout ça. C'est énormément de professionnels parce que c'est énormément de symptômes et de conséquences à ces symptômes. Donc, plus tard, j'ai été pris en charge, ce qui est souvent le cas, avec des délais de diagnostic très longs. Et bien, du coup, j'ai de plus fortes séquelles sur mon corps. C'est pour ça que nous, on insiste pour intervenir dans les écoles et faire vraiment des dépistages très tôt parce que on sait ce que c'est d'avoir 15-20 ans de douleur et ça laisse une empreinte au corps. Ça lui laisse la mémoire de la douleur. Donc, c'est très dur de s'en défaire. Mais du coup, ça fait un budget aussi, on va pas se mentir. Moi, je regardais, je me disais... Alors après, c'est sûr qu'à mettre de l'argent, autant que ce soit dans la santé, hein, mais quand tu cumules 4 professionnels de santé différents, non remboursés par la sécurité sociale, il y a un moment donné, c'est aussi lourd. C'est très dur de financer toute cette prise en charge. Mais là aussi, l'asso, on vous accompagne parce qu'en France, il y a des droits. On n'est pas censé vous laisser dans la douleur. C'est une loi, hein, c'est les droits de l'homme et c'est une loi de la médecine, c'est le serment d'Hippocrate. Donc nous, on a des partenariats, ce qui va vous faire réduire les coûts. Et on a aussi... on vous aide à faire des démarches administratives. Donc, ça va être auprès de la CPAM, auprès de la MDPH, ça peut être auprès de votre CCAS. Il y a plein de choses à faire. Et là-dessus, on accompagne. Pareil, on fait du cas par cas, hein, parce qu'encore une fois, on est toutes différentes. Mais il y a des solutions. Encore une fois, on est en France, on a des droits, il faut les demander, ces droits. Mais vous avez aussi la RQTH qui permet d'être reconnu travailleur handicapé. Si on a une endométriose très très invalidante qui fait qu'on ne peut plus travailler, on va avoir l'AH, on va avoir l'invalidité. Il y a mais vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut pas rester dans la fatalité à se dire j'ai l'endométriose, j'ai droit à rien, je l'entends souvent. Mais je suis légitime parce que c'est pas reconnu. Oui, l'État ne le reconnaît pas, mais les assos au niveau local, elles ont fait un travail, ce qui fait que ça a pu développer nos droits. Ok, au moins c'est bien, merci de ces informations parce qu'on ne sait pas forcément. On sait rarement les droits auxquels on bénéficie. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu une volonté d'ailleurs oui, de communiquer très partiellement sur ces choses-là, comme ça, seuls les plus téméraires pourront en bénéficier. Mais c'est important. Donc si vous êtes une femme, que vous souffrez d'endométriose, que vous êtes suivie, ou un homme, oui en plus.
maintenant qu'on l'a vu, ou un homme, vous pouvez essayer de demander des choses qui vous reviennent de droit. Pour revenir un peu sur ce qui va être un peu les informations les plus populaires autour de l'endométriose, donc on avait parlé des douleurs de règles, mais il y a aussi ce qui revient assez régulièrement, ou en tout cas moi, ce que j'ai entendu, c'est les problèmes d'infertilité. On fait même des raccourcis. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais elle aura pas d'enfant. Voilà. Alors déjà, infertilité, c'est pas ne pas avoir d'enfant. C'est la stérilité. D'accord. L'infertilité, c'est mettre plus longtemps que la moyenne. La moyenne en France, vous allez sur Amélie, ils mettent, je crois que c'est Amélie, on parle bien donc du site de la CPAM, hein, voilà. Parce que c'est vrai que c'est aussi un prénom féminin. Ouais, pardon. N'allez pas sur une dame qui s'appelle Amélie. On parle vraiment d'un site internet, le site Amélie, de la CPAM. Oui, pardon, c'est le réflexe. Amélie.fr. Et vous avez l'infertilité, ça va être 1 an de rapport non protégé à hauteur d'1 fois par semaine. Si là, vous n'avez pas conçu, on estime que vous êtes infertile. Le cas de l'endométriose, oui, ça peut rendre infertile parce qu'on a une maladie inflammatoire. Et si la zone pelvienne est inflammée, il n'y a pas les bonnes conditions pour que soit l'ovule se développe comme il faut, soit que l'embryon se développe, soit qu'il reste fixe au niveau de la paroi utérine. L'endométriose, elle a une cousine qui s'appelle l'adénomiose, donc ça va être des lésions d'endométriose, mais que dans le muscle utérin. L'endométriose, c'est partout sauf dans l'utérus. Et oui, si j'ai de l'adénomiose, par exemple, vu que ma paroi utérine, elle est pas, c'est pas un nid très épais, très confortable, l'ovule fécondé, il va pas réussir à s'y attacher. Donc là, ça peut causer de l'infertilité. On peut avoir à faire appel à la fécondation in vitro. On peut faire aussi une préservation ovocytaire. Là aussi, il y a plein de possibilités. Mais actuellement, c'est plus de 90% des femmes qui ont de l'endométriose et qui veulent un enfant ont un enfant. Oui, donc comme quoi, non mais vraiment, on est en train de débunker une idée reçue parce que c'est vrai que quand on entend ce qui ressort, en tout cas moi, c'était pas l'impression que j'avais de. Et puis il y a un symptôme qui passe avant celui-là, qui pour moi est beaucoup plus important, c'est les douleurs durant les rapports. Et en fait, l'infertilité, elle peut être faite parce qu'il n'y a pas assez de rapports. Si vous avez des douleurs durant les rapports, vous allez vous crisper, ça crée une inflammation. C'est entre guillemets, le terrain est pas favorable à être fertile. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Est-ce que je prends du plaisir quand je vais faire l'amour ? Posez-vous cette question avant de vous dire je vais faire un enfant. Ah oui, non mais complètement. Pour moi, voilà, c'est des bases-là qui sont pas assez échangées dans les centres PMA. Non, et puis c'est des sujets tabous. De toute façon, la sexualité en général. Oui, puis une femme, elle n'a pas à prendre du plaisir. On n'en parle jamais. Non, c'est juste pour concevoir. Elles n'ont jamais été là pour ça, voyons. Enfin, c'est hystérique. Mais ce groupe de folles, là, non, laissez-les gens, là où ils elles vont sont. prendre que ce morceau-là, on va être bien dans la galère. Ouais. On va créer un même audio, là. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a aussi un symptôme qui peut réduire la fertilité, c'est la fatigue. On a une fatigue chronique. Quel plaisir de t'entendre. Non, parce que je suis fatiguée depuis ma naissance. J'en peux c'est plus. Ça, on a l'impression d'être née fatiguée. Ah non, mais je suis née fatiguée. Et en plus, alors donc, je suis née fatiguée, j'ai une hypothyroïdie. On me dit, c'est ça aussi qui rend hyper fatiguée. Donc, tu la soignes et t'es encore hyper fatiguée. Ouais. Et là, on te dit, mais la maladie cœliaque, quand tu mangeais encore du gluten, ça rend fatiguée. Ah, ça va, j'en mange plus, je suis encore fatiguée. Ouais. Puis là, tu te dis, mais c'est peut-être l'endométriose. En fait, toute ma vie, je serai fatiguée. On sera fatigué. Par contre, il y a des choses à faire pour avoir des pics d'énergie. Tu m'intéresses. Voilà. En fait, le problème dans la fatigue chronique, c'est qu'on est submergé. Alors, dans l'endométriose, je parle dans notre situation, mais c'est toutes les maladies chroniques, inflammatoires. On est submergé entre la douleur et la fatigue. Souvent, je donne cette image parce que je trouve qu'elle est plus parlante. Vous avez un immeuble qui est en feu. Donc, chacun fait son taf à l'intérieur de l'entreprise, quitte les murs pour se sauver. Les pompiers vont venir. D'accord ? Ils ont entendu l'alarme, donc ça c'est la douleur, et ils vont agir. Donc
l'immunité, c'est les pompiers. Ils vont balancer tout ce qu'il faut pour se défendre. Moi, j'ai jamais vu un pompier pendant 20 ans éteindre un feu non-stop, sans se reposer. Pourtant, c'est ce que fait notre corps. Avec une endométriose, c'est du non-stop. Et il n'y a pas d'équipe qui prennent la relève. C'est la même équipe non-stop. Moi, je pense que ces pompiers-là, qui éteignent notre feu, ils seraient un peu crevés au bout d'un moment. Ils auraient des cernes aussi grosses que les nôtres, c'est sûr. Exactement. Donc là aussi, il ne s'agit pas de vouloir à tout prix éteindre le feu, parce qu'on n'y arrivera pas. Une endométriose, c'est à vie. Par contre, on peut faire en sorte que le feu soit contrôlé, qu'il ne s'étende pas. L'inflammation, elle sera toujours là, mais on peut arriver à la réduire. La réduire, ça veut dire que mes pompiers, ils peuvent aller prendre un peu l'air. Ils peuvent faire une petite sieste. J'adore tes images. Je les trouve très parlantes. Moi, je trouve j'apprends plein de choses. J'adore. On passe un bon moment. On parle beaucoup. J'espère qu'on va avoir le temps d'aborder encore le reste parce que je voulais passer aussi au traitement. On parlait de traitement tout à l'heure. Ouais. En fait, est-ce qu'il y en a des traitements? Ouais, déjà ça va aller vite, t'inquiète pas. Moi, je suis obligée de dire que quand j'ai eu mon soupçon endométriose, en tout cas non, dans tous les cas, juste mes douleurs de règles. Moi, le gynéco, c'est on va vous donner la pilule continue, parce que si je vous donne la pilule plus longtemps, vous avez vos règles moins souvent, donc vous aurez moins souvent mal. Ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. C'est-à-dire que moins t'as tes règles, moins t'as mal. Non, c'est que vu que tes douleurs arrivent pendant tes règles, du coup... On supprime, donc tu devrais plus avoir mal. Exactement. Et le raccourci. C'est beau ce monde de bisounours. Il y a ça. J'aimerais bien connaître leur monde. Non, mais voilà. Alors, la pilule est-elle un traitement? Si oui, quand, comment, pourquoi? Et surtout... Alors, après, faut voir la définition qu'on met derrière traitement, parce qu'il y a la définition médicale et il y a la définition populaire, ce que disent les gens. Moi, je prends la première définition, un traitement. J'ai mal, je prends un traitement, j'ai plus mal. Voilà. Ça veut pas dire que je suis guérie, ça veut dire que je n'ai plus de douleur. Dans le cas de l'endométriose, non, la pilule n'est pas un traitement. Alors j'entends la pilule qu'on donnerait en contraceptif. Aujourd'hui, on développe des pilules propres à l'endométriose. Donc, ce côté-là, ça évolue. Ça veut dire quoi propre à l'endométriose? Ça veut dire que c'est des hormones différentes et qui vont venir stabiliser nos hormones. Voilà. Mais on peut pas parler de traitement dans le sens où déjà c'est pas tout le monde pareil. Il y en a, elles vont dire moi ça marche, d'autres moi ça marche pas, c'est la même pilule. Non. Donc voilà, c'est pas un traitement. Par contre, ça peut accompagner les soins. Ça peut être un soin de support. Moi, personnellement, je l'ai pris pendant des années. Pendant 7 ans, j'ai pris la pilule progestative. Donc, en continu, ça va arrêter les règles. En fait, c'est pas les règles qu'on veut arrêter, c'est le taux d'œstrogène qu'on veut réduire. Donc, en le prenant, évidemment, j'ai moins d'œstrogène, j'ai moins de douleur. Par contre, j'ai 35 effets secondaires. Merci. On y vient. Donc, la peste ou le choléra, oui, il faut faire ce choix-là. Et ça, pour moi, c'est pas un traitement. Donc, il n'y a pas forcément de traitement aujourd'hui. Non, c'est la première prise en charge. Moi, je parle de prise en charge. Je parle pas de traitement. La première, ça va être de s'écouter. Donc, il y a un gros travail d'introspection, un gros travail de déconstruction. Ensuite, ça va être au cas par cas. Vous pouvez essayer la pilule, mais on n'a pas à vous culpabiliser de ne pas vouloir. Il y a d'autres options. Vous pouvez essayer les antidouleurs, anti-inflammatoires, mais si vous voulez essayer sur du naturel, vous pouvez. En fait, le plus gros déclencheur de l'inflammation dans l'endométriose, et comme toute maladie, c'est le stress. Donc si vous stressez à trouver un bon traitement, même le meilleur traitement, il fonctionnera pas. Alors il s'agit pas de dire des stress. Merci, j'avais pas pensé. Mais là aussi, c'est une prise en charge. Il y a la sophrologie, il y a l'hypno, il y a la relaxation, la méditation, la réflexo, il y a la psychologue. Pour moi, il faut toujours être accompagné de psychologue ou psychothérapeute parce que quand on apprend qu'on est malade ou quand on a enfin un diagnostic, ça bouleverse notre vie. Et puis, c'est mettre en place des choses dans son quotidien. Le matin, vous vous levez, tiens, comment je me sens? Oui, se questionner. Moi, je ne me lève pas tant que j'ai pas répondu à cette question.
J'espère que tu réponds vite quand même parce que les journées sont longues. Des fois, 14 heures, j'ai pas répondu. Mince, je sais toujours pas où me situer. La fatigue, elle sera toujours là, mais elle ne m'empêche pas de m'amuser le week-end, elle m'empêche pas de bosser la semaine, elle m'empêche pas de profiter de la vie. Parce que je m'écoute. J'ai adapté certaines choses de ma vie. Hyper important. Mais j'ai rien sacrifié. Et ça, par contre, ah ouais, ça c'est le mot d'ordre dans l'assaut. Il n'y a rien à sacrifier. C'est hors de question que vous sacrifiez vos espoirs, vos rêves pour cette de maladie. C'est hors de question. J'aime beaucoup cette philosophie. Et c'est vrai que j'ai entendu aussi parler de la ménopause artificielle pour les cas oui, complexes. Alors je sais pas c'est trop... pas les cas complexes. En fait, parmi les prises en charge, il y a la chirurgie. La chirurgie, c'est pareil, il faut mesurer bénéfice-risque, comme tout ce qui nous est proposé. Mais la chirurgie, c'est pas anodin, c'est invasif. Et en plus, on va pas nous opérer tous les 4 matins, parce que je vous rappelle que l'endométriose, ça peut récidiver. Donc, le but, c'est quand même d'avoir tout testé avant et que la chirurgie soit le dernier recours. Ensuite, une fois on s'est fait opérer par un vrai spécialiste, il y en a beaucoup qui se disent spécialistes qui le sont pas, il nous met sous ménopause artificielle. Donc c'est quoi ? C'est une injection dans le bras qui est diffuse pendant 1 mois, donc c'est à renouveler pendant 3 mois. Et ça permet de tout mettre en pause, les ovaires, voilà, tout notre système hormonal. Alors c'est pas sans conséquence, hein, c'est une vraie ménopause qu'on vit. Donc bouffée de chaleur, prise de poids, troubles du sommeil, saute d'humeur. Ouais, c'est vraiment pas la période là. Franchement, quand on passe par là, on fait mais nos mères sont incroyables de pas nous avoir montré leur ménopause et leur préménopause. Incroyable, ouais, cette force incroyable. Donc là, c'est vrai que c'est radical, hein, c'est en l'espace d'une piqûre, on arrête la machine de fonctionner. Ça déjà, c'est limité dans le temps. En fait, on perd de la masse osseuse sous ménopause artificielle. Donc c'est très contrôlé quand on en prend et on peut pas en prendre toute sa vie. Ça peut être pris avant l'opération ou après, ça dépend des chirurgiens. C'est pas un traitement. Ça va soulager un temps, mais c'est pas du tout un traitement. Quand on a une endométriose, on est malade à vie. Ça veut pas dire qu'on souffre à vie. Au contraire, parce que nous, notre objectif, c'est que vous ne souffriez plus. Mais vous serez malade à vie. Mais d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il était possible d'avoir de l'endométriose sans douleur ni symptômes, apparents en tout cas. Oui, alors ça s'appelle les formes asymptomatiques et c'est l'objectif. C'est notre objectif que vous ayez une maladie qui n'ait aucun impact sur votre vie. Après, attention à cette forme asymptomatique qu'utilisent beaucoup les politiques. En fait, les femmes, elles connaissent pas les symptômes de l'endométriose. Donc elles vont juste dire « mais moi j'ai pas de douleur pendant les règles, donc j'ai pas d'endométriose ». D'accord, mais ça va niveau digestif ? Ah bah j'ai toujours eu des gros problèmes, hein. Bah ouais, mais elle peut se montrer que dans les crises digestives, l'endométriose, ou que dans les crises urinaires, ou ça dépend ses atteintes en fait. Oui, ou les paralysies de jambes, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. En fait, oui, ça peut être d'autres symptômes. Oui, on n'est pas obligé d'avoir que les douleurs durant les règles, ou si on n'a pas de douleur, bah du coup j'ai pas d'endo. Oui, en fait, dans l'asymptomatique, on se dit, est-ce qu'il y a une vraie identification des symptômes, en fait, finalement. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça le problème, c'est que même les médecins connaissent pas les symptômes, s'arrêtent à les douleurs pendant les règles, et vont nous dire, ah ben non, s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'endo. Donc ils prescrivent quand même les imageries, on voit pas, parce qu'il faut savoir que on voit l'endométriose que dans 50% des cas. Je sais. Voilà. C'est bien embêtant. Donc, là, la Haute Autorité de Santé, elle a quand même rappelé que si ça ne se voit pas, ça ne veut pas dire que ça n'y est pas. Ah ouais, oui, c'est clairement. C'est ce que j'essayais de dire avec l'handicap invisible et l'autisme aussi. En fait, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Exactement. C'est un sujet tellement vaste, on pourrait en parler des jours entiers. On va devoir s'arrêter. Moi, je sais que je voulais parler un petit peu de mon petit antidouleur préféré, c'est ma petite bouillotte. C'est ma meilleure amie.
Je l'aime tellement celle-là. Alors je sais pas si c'est bon ou pas bon, mais en tout cas moi ça me soulage, ça me fait un bien fou. L'été c'est pas ouf du coup, mais franchement. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. L'important c'est la méthode qui te convient à toi et qui est efficace. Moi je suis là pour peut-être faire prendre conscience sur des méthodes dont on ne connaît pas ou qu'on n'a pas osé essayer. Essayez le froid. Je dis pas que ça va être miraculeux et que ça peut marcher sur certaines, pas sur d'autres. Mais nous, on est là pour vous faire essayer des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé ou pas osé essayer. T'essaieras le froid, tu nous diras. Alors, pour être très honnête, j'ai déjà essayé le Et toi, froid ça fonctionne pas. parce que ma mère a vu un documentaire, elle m'a dit, il faut absolument que t'essayes le froid. Malheureusement, en fait, je pense que le froid marche, mais il faut que j'attende plus longtemps. Alors que le chaud, c'est immédiat. Exactement. Et comme je suis une grande impatiente, c'est vrai que je privilégie. Puis il y a vraiment un lien qui s'est tissé entre ma bouillotte et moi, donc c'est un peu dur de la lâcher. Mais effectivement, je sais que le froid peut avoir un bon effet, mais voilà, je trouve que l'effet est moins immédiat et donc effectivement, moi, j'opte plus. Il est plus oral, il est plus en décalage, c'est-à-dire qu'il y a un petit temps. Par contre, il va durer plus longtemps. En fait, il anesthésie les nerfs, le froid. Donc du coup, il arrête le message de la douleur. Et le chaud, si t'enlèves la bouillotte, pour le coup, la douleur va revenir. Nous, on a des supports d'information, justement, où on te met la liste de ce qu'il faut que t'aies toujours près de toi. Tu vois, c'est une petite pochette, voilà, je te le ferai passer, où tout ce que tu mets dans ta petite pochette, ça, c'est pas mal, c'est un peu une notice de l'endométriose, parce que si tu pars, tu vois, t'as rien à penser, on t'a fait ta petite liste. Vous êtes parfait. J'adore. Voilà, donc il y a plein d'astuces, c'est important d'échanger. C'est pour ça aussi qu'on fait des groupes de parole, qu'on fait des réunions d'infos pour échanger toutes les astuces entre femmes. Et nous, à l'asso, on a un recueil d'astuces en fait. Alors moi, je peux pas vous appeler une à une parce que je vous connais pas et pour vous dire mais il existe des choses. Donc c'est à vous de venir à nous, mais on a vraiment beaucoup d'infos. Et il y a des choses auxquelles vous allez pouvoir aussi nous faire profiter. Nous dire, moi j'ai essayé telle huile essentielle, telle plante, tel professionnel de santé, et ça a été top. Donc on va garder cette astuce et on va pouvoir vous en donner aussi en échange. Donc c'est important d'être ensemble. Ouais, c'est important de partager du coup et d'échanger les infos, c'est super. Vous n'êtes pas folle, faut pas rester seul dans son coin. Non, personne n'est fou ici. On est à un moment donné, on est plus de 4 millions de femmes à penser qu'on est complètement folle, qu'on exagère dans nos souffrances et on reste chacune dans notre coin. Imaginez si on se retrouve toutes. J'espère que ça va continuer à évoluer et merci aux associations comme les tiennes qui font bouger tout ça. Et merci du coup pour cet échange. Mais merci à toi, merci infiniment. Ça, c'est nous donner, tu vois, cette visibilité, c'est avoir aussi un peu de reconnaissance pour notre combat. Et on lâchera rien. Jusqu'à mon dernier souffle. Tu peux compter sur mon soutien et celui de tous nos auditeurs. Merci. Merci beaucoup Manon. Merci, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté ces témoignages. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et recommander. Si vous souhaitez proposer un sujet ou témoigner d'un sujet que vous estimez sous-coté, contactez-moi sur le blog, Instagram ou sur etnoualorspodcast@gmail.com. Je compte sur vos encouragements. À bientôt. À la prochaine.